Notre deuxième intervenant s'appelle Stéphane Labranche. Il est enseignant-chercheur. Il est titulaire de la chaire énergie, climat à l'IEP de Grenoble. Il est membre du GIEC. Le GIEC, je rappelle ce que c'est groupe des experts gouvernementaux pour l'évolution du climat, sur l'évolution du climat. Et nous lui avions demandé donc d'intervenir autour des questions suivantes. Comment réussir la transition énergétique? Quels sont les freins et les obstacles au changement? Nous lui avons demandé d'intervenir pendant à peu près une demi-heure, et puis derrière, on aura un débat d'une demi-heure. À vous. C'est bon? Oui. Oui, donc, en fait, je ne suis ni énergéticien, je ne suis pas scientifique de l'atmosphère, et être membre du GIEC, en fait, j'y suis en tant que sociologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens vont participer à des efforts de changement climatique, de sobriété, d'efficacité, ou pas. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les freins. Donc, pourquoi les gens ne veulent pas, ou ne désirent pas, ou ne peuvent pas, et que ce soit dans différents domaines. Alors, je fais juste un petit topo de 3-4 minutes sur le changement climatique, parce qu'il faut bien comprendre que les efforts de transition énergétique sont là pour résoudre la crise climatique, ou en tout cas s'assurer qu'elle ne soit pas trop grave. Ça sera plutôt plus juste de dire ça. Alors, pour le changement climatique, très rapidement, vous comprenez que les gaz à effet de serre proviennent essentiellement de deux sources. La première source, ce sont en fait les énergies fossiles que l'on brûle. Donc, le CO2 en haute atmosphère fait une petite couverture par-dessus la planète, et il y a une partie de la chaleur qui provient du Soleil qui ne retourne pas dans l'atmosphère ou dans l'espace. Donc, légère augmentation de température. La deuxième source qui est très importante, qui ne sont pas les carburants et les énergies fossiles, c'est la question de l'agriculture. Et là, on est plus dans la question du méthane avec les vaches aussi. J'y reviendrai, mais l'agriculture est dans le monde un des postes principaux en fait, d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on coupe des arbres. On remplace par de l'agriculture souvent très carbonée avec des intrants. Et tout ça sert à nourrir des vaches plutôt qu'à nourrir des humains. Donc, autrement dit, pour faire 1 kilo de viande de vache, vous avez besoin d'environ 7 kilos de grains que vous pourriez manger par ailleurs. Okay? Donc, quand on met tout ça ensemble, l'agriculture devient une des très importantes sources, en fait, de gaz à effet de serre dans le monde. Ça dépend où on est et dans quel pays. Okay? Alors, dans ce contexte, on fait aussi de la transition énergétique. Donc là, je laisse de côté complètement le volet de l'alimentation, parce qu'on veut vraiment se focaliser aujourd'hui sur l'énergie. La loi sur la transition énergétique française ressemble à d'autres lois ou à d'autres efforts dans le monde, en ceci près qu'elle est, je dirais, plus holistique, qu'elle est plus complète. Elle est très ambitieuse, en fait, comme là, non seulement en termes d'objectifs, mais elle est aussi très ambitieuse en termes des différents secteurs qui sont censés être interpellés. Okay? Donc, dans ces secteurs, on voit tout d'abord une diminution de la consommation de l'énergie, et ça par différents secteurs. L'amélioration, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'amélioration de la qualité des bâtiments. Et là, dans le bâtiment, il y a deux aspects qu'il faut comprendre d'un point de vue sociologique. Je ne suis pas architecte, ce n'est pas moi qui les construis, ce n'est pas moi qui installe les tuyaux, mais en point de vue sociologique, et là on va rentrer déjà dans des premiers obstacles, il y a deux secteurs, deux domaines. Le premier, c'est l'enveloppe. Vos murs, est-ce qu'il y a de l'isolation ou pas dedans? Le toit, est-ce qu'il y a de l'isolation ou pas dedans? Les fenêtres, les portes. Okay? Donc, en tant que ménage, la première chose que vous devez prendre, la première décision que vous devez prendre, c'est est-ce que je vais faire des travaux d'isolation? Et lesquels? Je mets de l'isolation sur le toit, et donc il y a des espaces info-énergie qui vont nous dire, vous nous donnez un plan de la maison, vous nous dites quel âge, etc. C'est quoi? Et ils vont nous donner des conseils sur le fait que c'est surtout l'isolation sur le toit qu'il faut faire. Remplacer les fenêtres et les murs, ça dépend de leur épaisseur, ça dépend de leur orientation. Le premier frein, et en fait, il y a deux types de freins. Le premier frein, c'est moi, en tant que propriétaire de maison individuelle, combien de temps ça va me prendre avant de me faire rembourser mes coûts? C'est pas plus compliqué. Donc, si ça me coûte 30 000 et que ça me prend 20 ans, ça dépend de mon âge. Si j'ai 60 ans, 20 ans pour un retour sur investissement, c'est un peu long. Si j'en ai 40,
et que j'ai déjà les 2 enfants moyens de l'INSEE à 1,9 par famille ou 1,7 par famille, je risque pas d'en avoir un troisième, surtout qu'à rendu à 45 ans, wouf, wouf. Ah, là, ça devient peut-être plus intéressant à 20 ans, quoique c'est un peu long. OK? Donc, en fait, les conditions par lesquelles on décide si un retour sur investissement est acceptable ou pas dépend des différentes phases de la vie. Ça dépend, bien entendu, de votre salaire aussi et du coût, mais ça dépend aussi si on se trouve que ça vaut la peine. Là où ça pose vraiment problème, et pour l'instant, les objectifs d'aide à la rénovation des maisons individuelles en France, on les atteint plus ou moins bien. Ça va. C'est sur le collectif que ça ne va pas. Pourquoi? J'adore cet exemple parce que ça marche super bien. En sortant d'ici, on va se diviser en 4-5 groupes d'une douzaine de personnes, et puis on va décider qu'on va sortir dans un resto. Et à 12, on va tenter de trouver une décision, quel resto on va aller. Alors là, voilà, il n'y en a qu'un, on n'a pas de problème, il n'y a pas de décision à prendre. Alors maintenant, je vais vous transposer dans un quartier à Paris. OK? Et là, soudainement, vous avez une bonne dizaine de restos, facilement, à moins de 10 minutes à pied. Et vous avez donc de la bouffe japonaise, vous avez de la bouffe française, vous avez du pas cher, du très cher, vous avez un plat spécifique qui est super bon, mais le restant, c'est moyen. Mais dans notre groupe de 12, il y en a quelques-uns d'entre nous qui, on est peut-être végétariens. Et il y en a d'autres qui sont peut-être allergiques à des trucs. Et il y en a d'autres qui n'aimeront peut-être pas certains types de bouffe. Donc, vous voyez comment ça commence à être compliqué pour prendre une décision pour aller au restaurant. La décision d'aller au restaurant peut prendre autant de temps que la bouffe dans le restaurant. Quand vous êtes en habitat collectif, on a des propriétaires qui vivent dans le bâtiment, on a des propriétaires qui ne vivent pas dans le bâtiment et qui louent, donc des locataires dans le bâtiment. Et comment on arrive, en fait, pour mettre tous ces gens d'accord, pour dépenser le pognon, pour avoir un retour sur investissement, surtout si je suis locataire ou un jeune couple qui ne sait pas s'ils vont être là dans 3 ans. Alors que le retour sur investissement, disons 10 ans, je suis gentil, c'est long. Et en fait, le premier obstacle dans la décision collective de faire des rénovations de l'habitat, ce n'est pas le retour sur investissement. C'est la capacité à mettre les gens d'accord. Avant même d'arriver à un bilan financier potentiel, on a cet obstacle. Okay? Et le retour sur expérience, ce qu'on commence à comprendre, ne permet pas encore d'augmenter la vitesse de rénovation de l'habitat. On est franchement bien en bas, en deçà, des objectifs qu'on est censé atteindre. Okay? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'il faut comprendre, et autre poste sur l'habitat, là, on a fait juste parler de l'enveloppe. Ça, c'est la version simple des choses. Maintenant, l'autre ensemble de comportements de pratique, c'est vous en train d'habiter dans votre logement. Et là, il y en a plusieurs. Il y a le chauffage, douche ou bain, sèche-linge ou pas, électrique ou pas, cuisson ou pas. Vous voulez cuisiner un bon gigot d'agneau, vous le faites mariner et cuire pendant, comme ma belle-mère d'ailleurs, à feu doux, très bon, pendant 4 heures, 5 heures. 4 heures à l'électricité, alors que vous pourriez le couper en morceaux et faire ça en 15 minutes, au gaz, ou électrique d'ailleurs. Okay? La manière que l'on cuit les aliments, la manière de cuisiner peut avoir un impact sur votre facture énergie. Même chose pour le chauffage. Alors, officiellement en France, vous savez que vous êtes censé vous chauffer à 19 ans. Mais ça, en France, on a des règles pour tout. Même si je ne suis pas français, vous l'avez remarqué. La moyenne est tout de même de 22 degrés. C'est 3 degrés de plus que la moyenne et c'est environ 7% de plus de consommation d'énergie par degré. Donc, 3 x 7, 21. La décision de chauffer moins ou pas, eh bien, on a ce qu'on appelle l'effet rebond. On adore l'effet rebond, nous, les sociologues. Alors, voici ce qu'est l'effet rebond. Et ça, ce sont des cas véridiques. Il y a eu une très, très grosse opération, en fait, de rénovation d'habitat à Londres, il y a une dizaine d'années environ. C'était des logements précaires pourris, avec les gens qui se chauffaient encore au kérosène dans un truc portatif dans le milieu du salon, quoi. Donc, super mauvais pour la santé en plus. Et donc, grosse opération, des centaines de millions, plusieurs centaines de logements.
Et là, ils avaient le chauffage collectif central. Et la première année, 40% de diminution sur la consommation de l'énergie pour le chauffage. Donc là, les gens se sont dit, « Waouh, c'est super cool, pas cher. » Deuxième année, 10% de plus cher qu'avant les rénovations. Effet rebond, tout le monde s'était mis à se chauffer à 24. Okay. L'effet rebond, c'est quoi? Je sais que l'ampoule que je vais mettre consomme moins, et parce que je sais ça, je la laisse allumer tellement plus longtemps que ça me coûte plus cher à la fin de l'année. Okay? Et donc, ce sont des choses comme ça que j'aime bien investiguer. Pourquoi? Parce que c'est très humain, en fait, mais ça dévoile des choses un peu plus importantes aussi. Et là, je vais arriver à une discussion un peu plus formelle que je voudrais séparer en quelques points. La transition énergétique, et ça a été repris dans le rapport Belot sur la transition énergétique et l'énergie, consiste en différents volets. Le premier, c'est les énergies renouvelables. Là, on le voit aujourd'hui, c'est un exemple typique. Okay? L'idée, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. En France, on est censé... Bon, ça dépend à quelle période et avec quel ministre de l'Énergie on parle et les objectifs, non. Mais sur le nucléaire, l'idée, c'est de le garder comme il est, mais de faire augmenter les autres types d'énergie. Donc, la proportion du nucléaire devrait diminuer par rapport aux autres. Pour l'instant, c'est ça. Okay. Il y a des fois des objectifs plus ambitieux, des fois un peu moins, mais pour l'instant, c'est ça. Ce qui est important pour l'instant, c'est que dans d'autres pays, les énergies renouvelables sont censées remplacer, par exemple, les centrales thermiques, c'est-à-dire les centrales qui produisent de l'électricité, par exemple, à partir de charbon. Donc, on remplace des énergies polluantes par des énergies vertes pour diminuer les gaz à effet de serre. Mais ça a un autre impact géopolitique. On diminue notre dépendance au gaz russe, par exemple. Plus d'énergie verte produite localement, moins on est dépendant de ce qui se passe sur l'extérieur et moins on est dépendant des prix de l'énergie au niveau international. Donc, effet positif sur la précarité énergétique. Okay? Donc ça, il y a plusieurs raisons. Je voudrais revenir à quelques petits points que j'ai entendus ici sur les centrales villageoises et l'autoproduction, sur le rêve de vouloir produire moi-même. J'ai remarqué chez quelques citoyens impliqués dans ce type de projet, mais aussi des maires habituellement des villes moyennes ou petites, une attitude pied de nez à l'égard d'EDF. L'idée n'est pas simplement de vouloir se produire de l'électricité pour soi-même, c'est aussi dire qu'on ne la donne pas à EDF et que EDF ne fera pas de pognon avec nous. Et ça, je connais des maires qui ont cette attitude-là. La première chose qu'ils vont pouvoir faire quand ça va être rentable et que ça va être acceptable, c'est de devenir le plus autonome possible. Okay? Il y a des petits mouvements, c'est des intentions. Est-ce qu'on va le voir dans la réalité? Ça dépend. Si on regarde l'Espagne, on regarde l'Allemagne, effectivement, ils ont déjà des territoires à énergie positive. Ils ont déjà énormément de l'équivalent de centrales villageoises, mais avec une multitude en fait, d'acteurs différents, avec beaucoup plus de puissance, etc., des tarifs de rachat super compétitifs. On a encore pas mal de chemin à faire là-dessus. Okay? Donc, il y a aussi une question d'idéologie qui revient là-dedans. Je vais revenir à la question d'idéologie des opérateurs d'énergie dans le prochain volet. Donc, on a énergie renouvelable pour la transition énergétique. Le deuxième volet, c'est la gestion de l'énergie. Ensuite, on a la sobriété, on a l'efficacité. L'efficacité, pour moi, c'est qu'une question technique. C'est-à-dire, vous avez un sèche-linge, vous le remplacez par un nouveau sèche-linge. Et la différence de consommation d'énergie entre les deux pour sécher exactement la même quantité de linge, c'est que le nouveau, il va moins consommer pour faire le même boulot. Donc, on a une efficacité technique. Le chauffe-eau est plus efficace. Vous avez vos douches à 45 degrés et ça va faire 45 degrés pour le même temps qu'avant, mais avec moins de consommation. Donc, pour moi, ça, c'est efficacité. La sobriété, c'est les pratiques. Okay? Je prends mon sèche-linge, je m'en débarrasse et j'étends mon linge. Ça, c'est de la pratique. Ça, c'est de la sobriété. Okay? La température, si je la descends à 19, c'est quoi? C'est un petit peu un mélange de tout. Mais à 19, on met un pull. Il y a un petit peu une sensation qui peut être d'inconfort. Donc là, moi, j'appelle ça plutôt de la sobriété. Mais ça peut être de la gestion d'énergie aussi. Alors, c'est quoi la gestion d'énergie? C'est pour ça que je leur ai demandé de mettre ça. C'est là que ça va brancher. Alors, la gestion d'énergie, ça se fait à deux niveaux. Tout d'abord au niveau national et au niveau macro. On le sait en France,
du nucléaire, donc des gros tuyaux, constants. On n'arrête pas une centrale nucléaire parce qu'on n'en a pas besoin pendant 3 heures. Donc, ça continue. Là, on est en train d'injecter des énergies renouvelables et dans les prochaines années, on a des objectifs très ambitieux pour en mettre de plus en plus. Les énergies renouvelables, vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, des fois ça produit, des fois ça ne produit pas. C'est intermittent. Donc, comment on fait pour avoir, en fait, suffisamment de production de tout ça, coordonnée, harmonisée pour pas qu'il y ait de rupture de courant, etc., pendant que les courbes de consommation varient, elles, pendant la journée. OK? Et la gestion de l'énergie au niveau macro, ça va être en fait de s'assurer justement qu'il y ait un flot continu d'énergie, quels que soient les niveaux de demande. Pour que ça se passe bien et que ça se passe au mieux, il y a de plus en plus de pression pour faire de la gestion au niveau micro, c'est-à-dire chez vous. Et c'est là qu'il y a une connexion entre les deux. La gestion au niveau chez vous, vous avez une maison, il y a 2 pièces que vous n'utilisez pas, et avant, vous les chauffiez comme le restant de la maison à 23. Ben, pourquoi pas les chauffer à 16 si vous ne les utilisez pas? Ça, c'est de la gestion. La gestion, c'est aussi avoir le sèche-linge qui va partir à 7 heures le matin quand il y a une grosse pointe de consommation. On va le faire partir quand, et là, tu soulèves une nouvelle option qui n'existait pas avant, c'est qu'avant, on se disait, bon, ben, on la fait partir à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque personne qui va faire de la consommation d'énergie à 2 heures du matin. C'est bas. Donc là, on parle le sèche-linge, les heures creuses. Mais là, l'idée ici, avec ça, c'est une autre forme de gestion pour dire non, le sèche-linge, on le fait partir quand il y a beaucoup de soleil. OK? C'est dans ce cadre qu'arrivent les smart grids et la domotique. Le potentiel sur les smart grids et les promesses, je dis bien les promesses et les potentiels, d'accord? Sur la domotique, c'est qu'en fait, chaque poste de consommation d'énergie un peu lourd, le sèche-linge, le chauffe-eau, etc., le chauffage, bon, les lumières, ça ne sert à rien, il ne faut pas exagérer, vont être connectés informatiquement les uns aux autres. Ce qui va vous permettre, vous, en fait, de mieux gérer chacun des postes pour dire, bon, ben là, c'est bon pour le sèche-linge. Si j'ai pensé à mettre mon linge mouillé dedans avant, et que si je ne le laisse pas traîner dedans trop longtemps, parce que sinon, ça ne sèchera pas correctement et ça ne va pas sentir bon. Ce sont des choses qui sont importantes dans le quotidien. Si votre sèche-linge vous réveille à 2 heures du matin parce qu'il vient de partir, je peux vous garantir que vous n'allez pas le faire à 2 heures du matin. Okay? Donc, les efforts de gestion vont rencontrer la vraie vie quotidienne des gens, avec l'envie de dormir correctement la nuit, par exemple. Okay? Donc, sur les smart grids, l'idée, en fait, c'est de rendre tout ça intelligent et de pouvoir coordonner. Une fois que 150 000 ménages sont connectés sur un smart grid grâce à, dans d'autres villes, dans d'autres pays, d'autres systèmes. En France, c'est censé être Linky. Une fois que ça va être fait, en fait, on va pouvoir avoir une gestion très fine de chaque ménage, mais organisée au niveau collectif macro. OK? Donc, trop grosse pointe de consommation en hiver, l'opérateur d'énergie peut envoyer un signal, et ça va plaire à certaines personnes d'ici, va envoyer un signal pour dire « OK, on arrête le chauffage chez vous entre 7 et 8 ». Bon, dans un appartement correct, on perd 1 degré, donc on ne se sentira pas trop. C'est bien entendu que pour vous, 1 degré, ce n'est pas grand-chose, mais multiplié par 150 000 ou 3 millions de ménages ou 5 millions de ménages, sur le total, ça fait une différence sur le réseau électrique. Okay? Donc l'espoir, il est là. Mais l'espoir de retour sur investissement sur les smart grids et la domotique, c'est en partie ça aussi, dépend des efforts de sobriété. Si vous continuez à consommer exactement la même quantité d'énergie que vous faites de la domotique chez vous, ce n'est pas bénéfique ni pour vous, ni pour l'opérateur d'énergie d'ailleurs. Et là, ben, c'est un peu pareil. Le plus vous allez faire d'efforts de sobriété et de diminution de la consommation d'énergie, le plus vite vous allez rentrer dans votre pognon. OK? Ici, tu parlais du stockage tout à l'heure, et de la voiture électrique. Alors, selon les pays, il y a des objectifs un peu différents sur la voiture électrique. L'Allemagne mise sur 2 millions de voitures électriques avant 2020, donc demain. Okay? La France se dit très ambitieuse. J'ai été incapable de trouver un chiffre. Donc, on voit une explosion prévue. Très fort engagement, blablabla, bla, bla, et je cherche les chiffres, et je peux vous dire que j'ai cherché longtemps, je n'ai pas trouvé d'objectif chiffré encore.
Mais de toute façon, il y a les tendances lourdes et c'est vrai qu'on s'en va vers de l'électrification de la voiture. Et c'est là que la voiture peut devenir intéressante. Mais c'est là aussi que ça me posait question. Parce qu'effectivement, la voiture, le meilleur moyen pour la recharger avec des énergies renouvelables, c'est en pleine journée. Mais en pleine journée, on n'est pas chez soi, ça dépend de votre âge, etc. Mais on est souvent au boulot. Mais là, tu offres une réponse. C'est que si on a du tertiaire qui produit de l'énergie verte avec du photovoltaïque sur des grands toits, on a des industries, on a des fermes, etc., qui vont produire, bien, effectivement, on peut recharger la batterie et utiliser la batterie de la voiture lors des pointes de consommation le matin à 7 heures quand vous vous levez pour le café, la douche, le chauffage, etc., etc. Okay? Avec un système intelligent qui, bien entendu, vous n'allez pas vider votre batterie avant de partir au boulot. Okay? Parce que déjà, ça devient inacceptable. Hein, ça ne marche pas. Okay? Mais ça, avec les systèmes informatiques, c'est très, très, très facile. La voiture, c'est exactement où vous vous déplacez tel jour, combien de distance, combien d'énergie vous avez besoin pour vous rendre au boulot. Et puis, elle va arrêter, en fait, d'être consommée, de se vider, à partir du moment où il y a un seuil qui est fixé. Okay? Donc, l'idée dans tout ça, c'est d'essayer d'arriver à une gestion efficace, macro et micro, à de l'efficacité technique, une plus grande production d'énergie renouvelable, hein, par panneau photovoltaïque, plus de kilowatts, et, bien entendu, l'efficacité de la consommation de vos postes de consommation. 3, la sobriété. Ça joue un rôle, et malheureusement, pour la sobriété, on n'atteint que rarement les objectifs prévus. Ce qui est clair avec la sobriété, et c'est mon petit dada que j'aime beaucoup investiguer, c'est que si vous faites que de l'information, vous dites aux gens, attention, il y a du changement climatique, diminuez votre consommation d'énergie, sauvez la planète, vous parlez dans le vide. Ça n'affecte absolument pas les pratiques ni les consommateurs, sauf pour les 10% d'écolos déjà convaincus, j'en regarde 2. Okay? L'autre chose qui peut fonctionner, ce sont les arguments un peu plus énergie. Il y a un type qu'on a découvert à un moment donné, qu'on a appelé les énergiphiles. Ce sont des gens qui comprennent le mot kilowattheure. Mais 90% de la population ne regarde pas les kilowattheures quand ils regardent leur facture. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Okay? Ce que je remarque, moi, depuis 10 ans là-dessus, c'est quand même une augmentation, pour faire référence à ce que tu disais, il y a une augmentation légère, mais constante, des capacités énergétiques des gens, des compétences. On comprend mieux ce que c'est l'énergie. Vivre dans un appartement, ce n'est pas juste vivre dans un appartement avec de la pierre et des fenêtres. C'est un système énergétique en essence, dans les représentations, dans la tête des gens, dans leur compréhension. Donc, quand les gens passent au travers de programmes de mesure d'énergie, d'efficacité, qui vont voir un espace info-énergie, ils deviennent un peu moins ignorants et un peu plus intelligents dans leur manière de faire. Mais encore une fois, le climat, l'environnement n'est pas un facteur premier de changement de comportement. L'économie de pognon l'est, mais pas autant qu'on le pense en général, en fait. Okay? L'idéologie de ne pas donner à un gros opérateur, ça fonctionne aussi. Okay? L'envie d'être autonome, ça fonctionne aussi. Et en fait, la difficulté pour les collectivités territoriales, puis après ça, on passera aux questions, c'est d'essayer de trouver des messages qui fonctionnent. Comment on fait pour améliorer l'efficacité, pour améliorer la sobriété, convaincre les gens de faire ça beaucoup plus, de mettre du photovoltaïque, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas un seul message qui fonctionne pour tout le monde. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir différents types de messages, parce qu'il y a différents types d'intérêts qui vont regarder l'énergie. Et c'est là où la sociologie peut être très riche, parce que face à un objet énergétique, vous allez avoir 4 personnes autour de la table et vous pouvez avoir 4 façons différentes de regarder le même truc. Dernier exemple, j'ai travaillé sur un gros projet de Smart Grid avec domotique à la maison, tout ce que vous voulez. Et il y avait 400 personnes qui se sont joints à ce programme. Okay? C'était des bénévoles, c'était expérimentation. On regarde si ça marche, projet démonstrateur. Et si on se rend compte que ça marche plus ou moins bien, peut-être qu'on ne le fera pas. Et si ça marche super bien, les opérateurs se lancent. Donc, 400. Le groupe le plus important, qui était le plus intéressé par cette procédure énergétique, de suivre la consommation, tout domotisé, tout bien technique, c'était des gens qui, en fait, voulaient avoir la dernière innovation techno avant les autres. Ils se moquaient que ça soit sur l'énergie
Il n'y a eu aucun impact sur leur consommation. Le fait de tout domotiser, de regarder, etc., il y a un effet cadeau de Noël. Hein. Je vais voir sur mon site Internet, je regarde ma consommation, puis après ça, je peux comparer de semaine en semaine, de mois en mois, de saison en saison. Et au bout de 2 ans, il n'y a aucune diminution. Ben, en fait aussi, 3% sur les 400. Okay? En revanche, les gens ne sont pas cons. Il y a un report d'énergie. Parce qu'on leur a dit, ben, à certaines périodes de la journée, ça coûte plus cher qu'à d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, quand ils savent qu'ils vont être effacés le matin puis que le chauffage va être arrêté à 7 heures, ils augmentent leur température de chauffage à 6 heures avant. Comme ça, à 7 heures, ils ont plus chaud et si la température, le chauffage est arrêté, ben, rendu à 8h30 avant de partir au boulot, ils ne sont pas descendus en bas de leur température de chauffage à eux. Okay? Donc, les gens sont stratégiques. Ça, c'est un effet rebond préventif. Je sais que, donc je le fais avant. Okay? Là, sur le report de la consommation, on a eu jusqu'à 15%, ce qui est quand même une utilité pour le système au niveau macro. Parce que ça permet la stabilité, ça permet peut-être de ne pas relancer des centrales thermiques le matin pour se chauffer, à l'électricité, etc. Donc, il y a quand même un effet bénéfique, mais la diminution réelle de la consommation de 3% fait que le business model et le retour sur investissement pour les opérateurs et pour les ménages n'est pas évident du tout. Je vais arrêter là-dessus, je vais ouvrir aux questions. C'est pas optimiste pour la nature humaine. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. C'est très vrai en plus. Hein. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont sur des sondages, des observations, des entretiens semi-directifs. Il n'y a pas d'hypothèse, hein. Il n'y a pas de théorie dans ce que je viens de vous dire, c'est de l'observation. Alors, donc, une première question et une remarque. Oui, c'est une remarque. J'avais écouté quelqu'un qui parlait effectivement de problème de la croissance, etc. Et qu'en fait, qui disait que l'effet rebond, c'était aussi, bon voilà, on dépense, on va dire, les 1 000 € en électricité par an. Et puis si on dépense peut-être que 500 €, puis en fait, les 500 € qu'on va gagner, on va les utiliser à autre chose qui va quand même consommer de l'énergie. Et qu'en fait, tant qu'il y a de la croissance, il y aura forcément une croissance de consommation énergétique. Et donc, en fait, on va mourir, enfin, l'humanité pourrait mourir du pouvoir d'achat. Tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas faire autrement que dépenser son argent à dépenser de l'énergie. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond indirect. J'économise 1 000 € sur l'année et je prends l'avion en voyage. Donc, effet final des émissions de gaz à effet de serre, positif. Moi, je voudrais parler du rapport entre la sobriété et des changements culturels. On est dans un pays qui nous pousse, je veux dire, culturellement, à devenir propriétaires de nos logements, à avoir nos maisons individuelles, à investir là-dedans. Je veux dire, on fait des travaux, on est content, on achète son chez soi. Et concrètement, je prends mon cas personnel. Mes 3 enfants sont partis. J'habite aujourd'hui une maison de 200 mètres carrés en couple. Voilà. Sauf que pour moi, c'est un crève-cœur d'abandonner cette maison sur laquelle... Voilà. Donc le lien entre nous pousser à être propriétaires, voilà, et nous demander effectivement un changement au titre de la sobriété, je veux dire, il n'est pas simple du tout. Puis ma deuxième remarque, ça serait aussi sur l'efficacité. On sait très bien qu'on est dans une société qui refoule l'efficacité au nom du business. Je veux dire, concrètement, aujourd'hui, on a des lampes qui peuvent durer théoriquement 10 ans. Voilà. Mais je veux dire, quel est l'industriel qui accepte effectivement de ne vendre un objet que tous les 10 ans? Voilà. Et je veux dire, on pourrait prendre des tas d'exemples. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir chacun un sèche-linge? À quoi ça sert d'avoir chacun... voilà. On abandonne les laveries collectives, je veux dire, et on a chacun un objet qui ne sert qu'une fois ou 3 fois par semaine, je veux dire... Alors, 2 points qui renvoient à la sociologie là-dessus et un point technique. Vous savez qu'il y a une des ampoules qui a été fabriquée à la main par Thomas Edison qui fonctionne encore aujourd'hui? OK. Déjà, hein, une ampoule, hein, 125 ans ou 130 ans, voilà, elle fonctionne encore. Alors, sur la question de la sobriété, la sobriété, en fait, elle est difficile pour une raison principale dans ce que je comprends. Okay? En fait, c'est les habitudes. On tend à faire les choses par habitude. L'habitude, bizarrement, et peut-être même paradoxalement, c'est la manière pour que le cerveau a d'économiser de l'énergie. Parce qu'en fait, vous refaites la même chose, vous n'avez pas besoin de vous concentrer.
vous n'avez pas besoin de penser ce que vous faites, mais vous le faites quand même. Devenir sobre, si vous ne l'êtes pas déjà, c'est vachement compliqué parce que vous devez casser vos habitudes. Et pour casser des habitudes, il faut s'observer soi-même. Et là, ça veut dire, OK, là, je m'observe. Et là, je dépense une quantité d'énergie pas possible à essayer de rendre visible ce qui est invisible parce que justement, c'est plus facile. Et donc là, ça veut dire que ça prend des semaines et plus vos habitudes sont enracinées, puis plus il est difficile et long de les changer. Et là, pour changer des habitudes ou pour arrêter un effet rebond potentiel, il n'y a qu'une seule manière. L'information, ça ne sert à rien. Ça fera de l'information plus de l'accompagnement. Et là, le meilleur type d'accompagnement sur ce type de problème, d'habitude, etc., que moi j'ai rencontré, c'est le défi famille et énergie positive. C'est l'endroit, c'est le type de mesure qui montre que j'ai pas complètement raison quand je dis que les gens ne veulent rien savoir. Okay? Défi famille énergie positive, en fait, ce sont des ménages, 7 ou 8 ménages qui se mettent en équipe. Et puis il y a un concours. Et c'est un défi, c'est un concours. Ils se mettent en équipe et ils concourent les uns les autres pour avoir la plus grande réduction de la consommation d'énergie sur une saison de chauffe. Okay? L'objectif étant de au moins atteindre 15%. Okay? 15% pour différentes raisons. Okay? Non, en fait, c'est 8% l'objectif officiel. Ils l'ont changé dernièrement et les résultats réels sont de 15%. Les résultats réels sont de 15%, des fois un peu moins, mais un peu plus, mais sur la moyenne nationale maintenant. Et l'idée avec Famille Énergie Positive, c'est de changer les pratiques. Donc, c'est de passer de 22 ou 21 à 19. C'est de prendre des douches plutôt que des bains. C'est, par exemple, le frigo. On sort quelque chose du congélateur, on prévoit ce qu'on va manger le lendemain, on sort d'un truc congelé et on le met dans le frigo. Le fait qu'il aille dans le frigo va diminuer la consommation d'énergie parce qu'on met du froid dedans. Okay, des choses comme ça. Donc, ils ont une bonne centaine de gestes à faire. Le problème avec le défi Famille Énergie Positive, c'est que ça attire des gens qui sont déjà dans une démarche de sobriété, mais plus que ça. Ils sont dans une démarche qui les intéresse avant tout, ce n'est pas l'environnement, même si ce sont souvent des écolos, c'est l'exercice de se regarder soi-même et de changer. C'est ça qui les intéresse. Et en fait, la Famille Énergie Positive, ou les factures, les chiffres qu'ils voient sur leur facture en kilowattheure ou en euros, ça sert à quoi? Ça sert à montrer si oui ou non ils ont fait correctement. En soi, ce n'est pas important. C'est un signe que ce qu'ils ont fait a été une bonne stratégie. Okay? Mais ça, je les appelle les maniaques, avec beaucoup de tendresse, parce que je suis comme ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est assez lourd cognitivement. Il faut déjà avoir cette habitude quasi culturelle familiale de faire ce genre de truc. Okay? Et la plupart d'entre eux, la quasi-totalité de ce que j'en sais, se débarrassent du sèche-linge et commencent à étendre leur linge, par exemple. Ça, ils le font. Ils vont descendre le chauffage à 19, ils vont avoir tendance à le garder après aussi. Mais il y a des choses qu'ils ne feront pas. Par exemple, votre frigo, vous savez que si vous nettoyez la grille du frigo derrière plein de poussière, ben, il va moins consommer. Mais ça veut dire quoi? Prendre le frigo alors qu'il y a encore des trucs dedans. Souvent, il est encastré, il faut le retirer, donc c'est difficile physiquement. Et en plus, ça bouge dans tous les sens, il y a des trucs qui vont tomber dedans. C'est super poussiéreux derrière, et ensuite, il faut le remettre. Il n'y a personne qui le fait. Oh, c'est la première fois. Il y a un autre qui le fait là. Je vais faire un entretien semi-directif avec vous après. Guillaume, et puis ensuite Claude. Oui, moi je reviens sur ce que disait Dominique par rapport à l'aspect culturel. Moi je suis beaucoup dans le réseau des oasis aussi, et des colibris qui ont créé les oasis, et j'habite dans un oasis, et je me rends compte en fait que l'aspect culturel est très important et qu'il y a des paliers. Moi j'ai personnellement, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, passé 7, 8 ans, 10 ans presque, à passer d'un mode de consommation tout à fait classique à de plus en plus raisonnable, mais à un moment j'ai senti un effet de blocage. J'arrivais dans ma vie classique, d'aller au travail en voiture, d'aller de consommer, etc. Même si j'ai baissé mes consommations, il y a un effet de seuil en fait que j'arrivais pas à passer. Et donc c'est pour ça que je trouve intéressant la notion culturelle, parce que après ça demande de changer de vie et de changer de cadre de vie, changer de façon de travailler, changer d'environnement. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans les projets Oasis, c'est ça, c'est des personnes qui arrivent à ce seuil-là et à un moment font le cap, passent le cap, et là,
Bon, chez nous, on habite en collectif et on s'est aperçu que rien que la mutualisation, comme vous disiez, le changement de... ça, c'est dur à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est une autre culture. C'est pour ça que c'est dur, en fait, à mettre en place et que c'est très long, que ça demande beaucoup de réflexion, parce qu'on change des choses profondément, culturellement ancrées. Et on a fait un bilan énergétique avec les oasis là chez nous, et la maison consomme 50% de moins de gaz à effet de serre, enfin émet 50% de moins de gaz à effet de serre qu'un Français moyen. Alors qu'on a une vie vraiment proche, on a Internet, mais on a moins de déplacements, on a beaucoup de chauffage au bois, on a, bon, voilà, et encore, il y a beaucoup de progrès encore à faire. Mais la notion culturelle, et c'est pour ça que moi je suis très optimiste, parce que en voyant ce mouvement, entre autres des colibris qui augmentent, de voir voilà, tous ces gens qui passent ce cap-là, voilà, et ça demande une très grande évolution dans le temps, mais quand le cap est passé, vraiment la chute est très importante. Quel était l'obstacle le plus grand? Le secteur, c'était la voiture, c'était quoi? Personnellement, on habitait dans le Haut-Jura, donc c'était le chauffage. Mais après, on a changé, on est venu là, mais même, il y a des collectifs, moi je n'ai pas fait un collectif dans le Haut-Jura, mais il y en a, et effectivement, ne serait-ce que la taille du bâtiment, la façon d'utiliser le chauffage, etc., c'était beaucoup. Puis après, c'est les déplacements. Le deuxième enjeu, des fois le premier dans les petites communes comme ça, c'est le déplacement. Voilà. Et après, c'est aussi toute l'énergie grise. Nous, on a un parc de 9 véhicules partagés. Bon, et on est 50 sur ce parc. Et on a des gros et des petits, du coup, on peut adapter par rapport à l'usage. Bon, les exemples comme ça, je pourrais en citer plein dans la maison. L'idée de mutualisation commence à émerger dans un cadre plus normal que les colibris des oasis. Il y a un bâtiment sur la presqu'île à Grenoble, par exemple, où l'idée, c'est de mettre un concierge, donc traditionnel en français, mais avec des compétences énergétiques et d'accompagnement à la sobriété et à l'efficacité, et qui va aussi faire de la gestion d'un groupe de voitures mutualisé. Ça peut être aussi, et ça même en Amérique du Nord, alors qu'une culture très individualiste, dans les bâtiments collectifs, il y a souvent 2 lave-linges et 2 sèche-linges dans le sous-sol, collectif pour tout le monde. Ouais. Okay. Nous, on en a, dans le monde anglo-saxon. Voilà. Nous, on en a 8. Des fois, ils ne marchent pas tous. Donc, oui, c'est ça. Mais il faut bien penser qu'en fait, surtout en ville, là, je ne parle pas de la campagne. Pour moi, la question de la voiture en campagne, c'est complètement différent. Mais en ville, votre voiture, elle passe 90% de son temps à rien faire. Idem votre sèche-linge ou votre lave-linge, d'ailleurs. Donc, finalement, quand on pense à l'utilisation qu'on en fait en temps, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que si on mutualise, on mutualise le coût, bien entendu. Hein, ça coûte moins cher, mais là, on l'utilise de manière efficace. Bon, après ça, il ne faut pas se taper dessus parce que je voulais descendre, etc. Bon, en Amérique du Nord, on descend avec notre linge, puis on se rend compte que c'est déjà utilisé. On prend donc priorité, on laisse notre linge sale dessus dans un panier, on fout le camp, on revient une demi-heure plus tard, et puis là, on met notre linge dedans. Ça veut dire qu'on a priorité, c'est tout simple. Okay. Et de ce que j'observe, moi, c'est que ça permet de développer des compétences pour réparer, parce que c'est plus intéressant pour une personne qui est compétente de réparer potentiellement 5 ou 6 appareils, oui, c'est plus intéressant qu'elle se forme plutôt que chacun soit formé, ce qu'on ne fait pas, à réparer un appareil. Donc ça développe aussi, ça permet de développer des compétences en chaîne. Après, c'est vraiment une culture qui se met en place. Claude ? Oui, je voulais revenir sur la partie stockage, puisqu'habituellement, quand on nous parle de stockage d'énergie électrique, on nous parle avec des kilowattheures et avec un point de vue énergétique. J'ai cru comprendre, et ça semble se confirmer, que vous avez, vous, plutôt un point de vue social. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si, par rapport au stockage, qui peut être effectivement bon complément au photovoltaïque par rapport à la courbe de charge qui est tracée derrière vous, est-ce que par rapport au stockage, vous avez des références, des études pour connaître l'acceptation ou l'acceptabilité et comment les gens sont prêts à investir financièrement d'une part, mais surtout au niveau de leur comportement par rapport à du stockage? Est-ce qu'on peut imaginer que dans la journée, les gens seraient prêts à brancher une batterie, pas forcément celle de leur voiture, mais voilà, le rapport au stockage, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez des éléments à nous faire partager ou si c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt en fait, sauf dans d'autres pays. Non, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a différentes formes de stockage possibles. Hein. Il y a le stockage de chaleur
Et là, il commence à y avoir des expérimentations pour, par exemple, le chauffage collectif au bois, où on va chauffer, etc. Donc ça, c'est possible. Il y a le stockage d'électricité. Le stockage d'électricité, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. En fait, c'est une pile. Et une pile, ben, il y a plein de produits chimiques dedans. Donc l'impact environnemental de la pile, de sa réutilisation, de la ponction des ressources naturelles sur des terres rares, etc., pose problème. Ensuite, il y a l'hydrogène, qui peut être c'est qu'une forme de stockage, en fait. Ce n'est pas une source d'hydrogène, c'est un vecteur, et qui peut être utilisé, et qui est utilisé pas mal dans certains pays, comme au Japon, sur l'habitat collectif, par exemple. Là, il y a quelques indications qui disent que les gens ont peut-être peur que ça explose, comme le voiture hydrogène, mais technologiquement, c'est une technologie qui est mature. Hein. On n'est pas dans l'innovation là-dessus. Là où on en est dans l'innovation sur l'hydrogène, c'est son utilisation dans différents domaines. Donc, pas la voiture, mais ça peut être aussi des bateaux, des paquebots, des remorques, des sources d'électricité. Il y a un projet sur l'aéroport de Saint-Exupéry avec ça. Donc, il y en a. Mais autre que ça, le gros problème avec la batterie, surtout, en fait, ce qui fait augmenter le véhicule électrique autant en termes de coût, c'est une partie, c'est sa batterie. Et donc, l'idée par les constructeurs, c'est de dire, on vous loue la batterie, et quand elle est trop vide, plutôt que de la recharger, vous en prenez une autre. Donc, il y a des solutions diverses qui sont en train d'émerger, mais il n'y a pas grand-chose là-dessus, non. Non. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Juste un témoignage, en fait, vous parliez de l'information qui n'était pas nécessairement, on va dire... suffisante pour amener des changements. Moi, je voudrais quand même un témoignage. J'ai eu 2 moments de basculement. Le premier moment, c'était la conférence, la COP21, qui apparemment a été très positive. Oui. Mais le soir, quand j'ai regardé le reportage, je dis non, il faut que je fasse moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'investir lourdement dans le photovoltaïque. Donc c'est vraiment un moment où ça fait tilt, en fait. On se dit non, ils ne vont pas le faire. Si on compte sur eux, ça ne va pas se faire. Et c'est le principe des centrales villageoises, c'est qu'on va le faire nous. Le deuxième élément, c'est qui m'a fait basculer sur une voiture électrique. J'ai juste simplement vu un reportage sur l'extraction du pétrole dans le golfe de Guinée. J'ai vu des gamins qui étaient dans des situations complètement extraordinaires où ils distillent du pétrole en faisant brûler du pétrole dessous, enfin des choses complètement abracadabrantes, et des militaires français qui disaient que simplement, ils font la police là-bas pour donner du pétrole aux Français. Et là, ce jour-là, j'ai décidé, je vais chez Renault, j'ai acheté une voiture électrique. Donc il y a des moments comme ça, on se dit, c'est pas possible, ça a des conséquences trop graves, il faut qu'on fasse quelque chose soi-même. Voilà. Alors, juste un mot sur la COP21. En ce qui me concerne, ce type d'action individuelle ou nationale, ou territoriale, régionale, des centrales villageoises, etc., en soi, si on en fait assez, on peut régler le problème du changement climatique. On n'a pas besoin d'une entente internationale. L'entente internationale, en soi, si on en avait une, pourrait mener à pas assez d'action, en fait. Donc, ça amène des aspects positifs, ça donne du potentiel, ça donne des opportunités, ça peut ouvrir des portes, mais en soi, c'est amplement insuffisant au niveau international. En soi, la COP21 ne peut pas régler le problème du changement climatique, et on peut faire sans. Sauf que si on a les deux, c'est-à-dire des actions au niveau territorial, individuel, national et la COP21, on se met beaucoup plus de chances de notre côté. Elle est là. Pour moi, la distinction, elle est là. Mais ce n'est pas parce qu'une bande de pays ont décidé de signer un accord qu'il va y avoir suffisamment d'actions après. Heureusement que les pays, les États-nations n'ont pas entendu Paris pour commencer à agir. Parce que là, ce serait un scénario à +4, +5 qu'on aurait plutôt que +3. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, les derniers éléments issus des travaux du GIEC, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots sur la tendance lourde dans laquelle on est? Ça dépend, vous voulez finir la conférence avec une note positive ou négative? On n'a pas fini. Donc, on va passer outre. Le scénario plus probable, c'est +3 degrés à 2050. +3 en 2050. Moi, je suis propriétaire d'une maison individuelle. Alors moi, j'ai optimisé mon installation électrique il y a pas mal d'années en refaisant, en la régénérant, de façon cyclique, hiérarchique, en redistribuant l'énergie à tous les composants de la maison. Chauffage et ainsi de suite. Lorsque j'ai acquis la maison en 1980,
ma première facture était de 1500 francs de l'époque. Donc c'était énorme. Et j'ai tout de suite décidé de faire réaménager par un électricien tous les circuits, je suis en triphasé, de façon cyclique et hiérarchique, pour distribuer de façon intelligente l'énergie. Donc ça a amené beaucoup d'économies. Alors ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est, vous n'avez pas parlé de la propriété, de l'aspect protection de la vie privée. En fait, je me demande pourquoi, en l'occurrence, là, on peut parler des nouveaux compteurs, pourquoi les opérateurs d'énergie ont besoin de savoir de façon fine nos habitudes, alors qu'ils les connaissent avec des macro-informations, quoi, hein. Donc cet aspect protection de la vie privée, est-ce que vous pourriez en parler davantage ? Il y a deux aspects hein, sur là-dessus. Non, il y en a trois. Le premier aspect est juridique. Il n'y a pas encore de cadre réglementaire clair en France sur la donnée énergétique. Okay? Et ça vient dans un même mouvement où on commence à se poser la question de la confidentialité liée à Google, à Facebook, etc. Donc, il y a tout ça qui se mélange. Grenoble, en ce moment, est en train de monter un schéma directeur énergie. Et ils sont en train de se poser la question, si Grenoble, effectivement, en tant que métropole, c'est ainsi, hein, les dernières conclusions ne sont pas encore sorties, mais qui est propriétaire de ces données? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est la métro? Est-ce que c'est l'opérateur d'énergie? Et c'est pour en faire quoi? Pour être capable de faire de la gestion très, très fine au niveau de votre domicile, avec le sèche-linge, ça prend un certain niveau de finesse. Pour être capable d'arriver à des résultats macro qui vont valoir la peine énergétiquement et financièrement, il faut un certain degré de détail et de précision sur les postes de consommation énergétique. Si vous restez à un niveau un peu trop élevé, les gains, les retours sur investissement ne sont pas assez forts. Ça, c'est énergétiquement parlant. Mais ça pose la question de la confidentialité, de l'anonymat des données. Il y a une vague en France, il y a des soubresauts, des brûlots, je ne sais pas trop comment dire, mais il y a beaucoup d'endroits en France qui se posent la question du Linky. Il y a des associations qui ont émergé anti-Linky, justement et en partie pour des raisons de données, d'anonymat, de confidentialité des données, en partie pour des raisons de santé à cause des ondes, et en partie à cause aussi de l'ingérence potentielle des grands opérateurs qui pourraient vous couper le chauffage si vous n'avez pas payé, par exemple. Donc, il y a plusieurs raisons à tout ça, mais la confidentialité des données, c'est un facteur parmi d'autres. J'ai pas vu de grande enquête là-dessus sociologique. Ce que je constate, c'est que dans la population, les attitudes à l'égard des données générées sur informatique, c'est-à-dire Facebook, Google, etc., correspondent à l'attitude à l'égard des données énergétiques. C'est-à-dire que si je suis à regarder Facebook, etc., données énergétiques ne posent pas de problème. En général, il y a des exceptions. Il y en a qui vont tout mettre sur Facebook, ils ne veulent absolument pas qu'on ait leur truc sur s'ils ont fait sèche-linge ou pas. C'est la beauté de la diversité humaine, ça. Des fois, ce n'est pas vraiment compréhensible. Qui souhaite encore intervenir, apporter des témoignages, des précisions, des questions? Oui. Bonsoir. Pour revenir plutôt sur la question des moteurs au changement de pratique, changement de comportement, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a eu des études qui ont été faites concernant le caractère d'entraînement qui peut exister. Autrement dit, est-ce qu'une des motivations potentielles pourrait être celle de faire comme le voisin? Et est-ce qu'il peut y avoir comme ça un effet un petit peu boule de neige? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Oui, mais les études sont assez... les résultats de ce que j'ai vu là-dessus sont assez étranges, en fait. Il y a une des thématiques les plus fortes qui sortent dans ce type d'études, c'est la comparaison. Comment je me compare à l'autre et comment l'autre se compare à moi pour voir si effectivement, lui, il a réussi à diminuer de 15% sa conso. Est-ce que ça peut jouer le rôle de leadership? Et les gens, en fait, vont se dire,
ah ouais, c'est intéressant. Et là, ils vont dire, mais dans la phrase suivante, oui, mais c'est pas les mêmes conditions que moi. Il n'y a pas d'enfant, ou son appartement est au nord, ou il y a une pièce en moins, ou il y a un étage au-dessus, ou il est dans un quartier différent, ou. Et donc, même les gens qui sont intéressés par les bons exemples individuels, finalement, trouvent un paquet d'objections qui tiennent plus ou moins la route, souvent d'ailleurs, il faut le dire, pour dire que finalement, ben, ça ne s'applique pas à eux. Donc, moi, je suis un peu mitigé là-dessus pour dire que c'est peut-être juste une excuse finalement pour ne pas le faire. On se trouve des objections qui vont bien dans notre sens de notre intention de base, mais en même temps, ces objections sont souvent crédibles, en fait. Effectivement, quelqu'un qui est au sud va avoir plus de facilité à se chauffer. Des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi, c'est un élément qui est sorti fortement dans les analyses qu'on a fait avec les gens qui ont participé aux familles à énergie positive. Ce sont des gens qui se considèrent comme étant des écolos, un peu radicaux, des gens qui sont à part de la population. Et ça, c'est un truc qui revient dans leur message suivant. Ils vont se faire dire « Ouais, mais toi, l'écolo, ouais, mais toi, on sait bien, toi, le radical. » Et donc, ils se sentent, par rapport à leur entourage, donc, un peu mis à l'écart. Et une des raisons, des motivations qu'ils ont de se joindre à FEP, c'est de trouver des gens comme eux. Des gens qui me ressemblent, avec qui je peux pouvoir peut-être au moins lier des nouvelles amitiés, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionnent pas après. Ils ne se revoient pas après le Famille Énergie Positive. Mais il y a un moment d'émulation là, c'est organisé, c'est accompagné, c'est ludique, c'est sous la forme d'une compète, et là, ça fonctionne. Mais au-delà de ça, regardez, écoutez, c'est un exercice sociologique, et ça fait chier mes copains des fois quand je le fais parce qu'on est au café et puis là, mais je me mets en mode écoute. Et dès qu'il y en a un qui fait un commentaire, puis pourtant c'est classe moyenne, plutôt éduquée, on déconne bien le matin, mais s'il y en a un qui fait un commentaire sur quoi il est peut-être au colo ou qui va prendre son vélo, il y a toujours une blague qui sort. C'est jamais valorisé pleinement. Donc, il y a encore ce problème de vouloir être un leader, prendre du leadership écologique, c'est quand même dénigré, même si c'est à la blague, à l'humour, c'est quand même dénigré. Et donc, les gens qui font des actions pour ça tendent à ne pas trop en parler parce qu'à chaque fois, il y a... Ou alors là, on a des convaincus, puis je me fous de ce que les autres vont me dire, je leur dis quand même. Et donc, il y a tout ça qui se passe en même temps. Le rôle du leader, il n'est pas évident du tout là-dessus. Monsieur ? Je vais vous amener l'autre. Oui, là, ça devrait aller. Oui, ça me permet de revenir moi, aux centrales villageoises. Et je crois que justement, c'est moi personnellement un gros intérêt que je trouve à la méthode de l'action citoyenne, de faire quelque chose de collectivement, où on rencontre des gens, enfin nous on est en train de faire l'expérience donc depuis 1 an et demi, de rencontrer des gens chez qui on va installer des panneaux, qui, pour différentes motivations, qui sont assez distinctes les uns des autres, de pouvoir prêter leur toit, qui vont investir ou pas, et des gens autour de nous qui, au début, on se dit, mais il n'est pas du même bord politique, tiens, il pense autre chose. Et en fait, je crois que c'est ça peut-être l'intérêt en particulier des centrales villageoises, c'est qu'on arrive à se retrouver dans un groupe avec un but commun et avec pourtant des motivations a priori assez différentes. Et qui touche en plus, et nous on le remarque aussi, les enfants et les parents, et on a une accroche par rapport à des gens avec qui le sujet écolo là, est complètement tabou. Très bien. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, monsieur, donc en rappelant que pour développer les centrales villageoises, et notamment la centrale villageoise Porte du Vercors, il y a 3 façons de participer qui sont cumulables entre elles. La première, c'est évidemment d'apporter son énergie, son temps, son bénévolat. La deuxième, c'est de proposer son toit en location pour développer les surfaces installées. Et la troisième façon, c'est de devenir actionnaire ou d'inciter des voisins, des amis, la famille à devenir actionnaire de la centrale villageoise Porte du Vercors.
Donc la première tranche est en train de se terminer. Il va y avoir d'autres tranches et vous pouvez y participer. Vous êtes bien entendu les bienvenus. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, quoi, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière intervention ou d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, je vais remercier notre intervenant, Monsieur Stéphane Lapranche. Merci. Merci. Je vais également remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée, en particulier à l'organisation du buffet, parce que maintenant, c'est quand même la partie la plus intéressante qui commence. C'est le verre de l'amitié. Vous êtes attendus au fond de la salle.